Parfait. Donc, voilà. Bonjour à tous. Je vais vous parler de mon projet qui comme vient de présenter M. Bernard Chess. Je voulais en profiter pour remercier mon directeur et co-directeur Maxime Boivin et Thomas Buffin-Bélanger pour leur soutien dans ma recherche. Donc, je vais commencer par vous présenter mon site d'études qui est sur la rivière Amasse, située au Saguenay à la baie. C'est en fait sur les 12 derniers kilomètres de la rivière, qui est une rivière à saumon et à ombre de fontaine anadrome. Donc, ce sont deux espèces de poissons qui sont très prisées par la pêche. C'est aussi une rivière qui est assez anthropisée, notamment dans les 3 derniers kilomètres qui sont situés dans la ville de la baie. Donc, c'est un secteur qui est assez urbanisé. Le reste en amont est principalement situé dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, ce qui est particulier au Saguenay, c'est qu'il y a eu les inondations de 96, donc le fameux déluge, où les rivières ont été extrêmement bouleversées, où il y a eu des ouvrages de stabilisation importants qui ont suivi ces inondations-là, qui sont venus qui ont entraîné des bouleversements dans les processus hydrogéomorphologiques qui sont encore ressentis aujourd'hui. On observe encore notamment une détérioration des écosystèmes 25 ans plus tard encore là, qui sont bien présents. Donc, je parlais de travaux importants qui ont été réalisés, là, principalement dans la rivière Amasse. On parle d'ouvrages de stabilisation par enrochement. Donc, c'est 60 à 65 des berges qui sont enrochées encore aujourd'hui. Mais il y a eu aussi beaucoup de dragage, nettoyage du lit. Après, il y a eu un réaménagement complet du lit de la rivière, reconstruction de la plaine alluviale. Donc, on s'entend que le déluge a amené beaucoup de bouleversements, mais les travaux aussi. Puis, ces infrastructures-là, en fait, ça crée un espèce de faux sentiment de sécurité parce que des enrochements aussi importants, ça crée une déconnexion avec la plaine alluviale, ce qui diminue, en fait, sa résilience face à des crues plus importants. Donc, les enrochements, ça peut contenir des crues de récurrence, par exemple 20 voire 100 ans, mais c'est peut-être pas plus. Donc, si, comme le déluge, ça a été une crue, on parle de peut-être 1000 ans, mais c'est dur à statuer là-dessus. Mais ce qui est important de souligner, c'est que l'intensité des crues pourrait augmenter avec les changements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Fait que c'est dur de prévoir vraiment à quel point que les enrochements pourraient protéger. Là. Donc, ça crée un faux sentiment de sécurité aux riverains qui sont là. Donc, on peut voir la rivière avant le déluge, de quoi qu'elle avait l'air. En 1964, en fait, on voit bien la photo. C'est une rivière divagante à 1, 2, plusieurs chenaux, avec beaucoup de végétation quand même. Durant le déluge, c'est la même photo, en fait, le même secteur à la même échelle. Donc, on voit que le lit s'est considérablement élargi. Ça l'a tout lessivé sur son passage, ça l'a tout emporté. Et maintenant, aujourd'hui, ça, c'est une photo de 2017, mais ça ressemble toujours à ça. Donc, on peut voir que la rivière est assez canalisée par les enrochements dans certains endroits. On voit qu'elle a un seul chenal unique, mais les portions qui sont plus libre, on voit qu'elle tend à revenir à son style divagant. Donc, il y a des bancs d'accumulation, puis quelques chenaux qui se créent en plus. Donc, si on est dans un contexte de restauration des processus hydrogéomorphologiques, ce qu'on veut ultimement, c'est rétablir de manière durable l'habitat du saumon atlantique et de l'ombre de fontaine anadrome. Et on veut, en fait, pouvoir démanteler certains enrochements afin de redonner une espèce d'espace de mobilité pour que la rivière puisse recréer ses processus d'érosion naturellement. Donc, tout ça est pris en compte, bien sûr, la sécurité civile. Alors, juste pour faire un petit parenthèse là, sur le lien entre la restauration des processus hydrogéomorphologiques puis l'habitat du saumon, et des autres espèces. En fait, c'est que les éléments structurels qui sont dans une rivière, on parle de la création d'embacs de bois, par exemple, ou même des barrages de castors, ça va entraîner des changements dans les forces hydrauliques. Donc, on parle d'une variance dans les vitesses d'écoulement à différents endroits dans le chenal. Puis ça va amplifier les processus géomorphologiques. Donc, on parle
que ça va créer, par exemple, des zones de dépôt à certains endroits, d'accumulation et des zones d'érosion à d'autres endroits. Puis ça va créer des unités géomorphologiques. En fait, on parle ici de géodiversité au sein de la rivière. Donc, dans le chenal, la géodiversité fait en sorte qu'elle est plus hétérogène, puis ça complexifie les habitats disponibles. Donc, la biodiversité et les écosystèmes. Donc, la géodiversité soutient la biodiversité. Donc, l'érosion des berges est un processus souhaitable puis nécessaire aux écosystèmes. Puis, en Europe, qui sont un petit peu plus en avance que nous là, dans le réaménagement avec les processus hydrogéomorphologiques, eux, ils exigent des mesures de restauration basées sur les processus hydrogéomorphologiques, puis ils présument d'emblée que ça va apporter une réhabilitation biologique dans les rivières. Donc, ce n'est plus à démontrer. Il y a plusieurs études qui ont fait état de cela. Donc, moi, j'ai commencé par faire l'analyse de la trajectoire historique par imagerie aérienne depuis 1950. Là, je vous parle un peu de mes résultats là, rapidement. Donc, ce que ça montre ici, c'est qu'on est capable de calculer plusieurs indicateurs comme la superficie d'érosion par année, la superficie des bancs d'accumulation, etc. Donc, chacun de ces indicateurs-là sont calculés pour des périodes de plus ou moins une dizaine d'années. Puis comparé sur une même échelle de temps par tronçon homogène. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est différentes matrices d'intensité où les couleurs pâles, ça représente un taux faible et les couleurs foncées, c'est un taux élevé. Donc, ce qu'on observe, c'est un changement assez important avant et après 96. Donc, on voit généralement les couleurs sont plus foncées comparativement à après 96. Donc, ça montre que, en fait, le taux de chacun de ces indicateurs-là a diminué, ce qui montre que, en fait, la rivière a changé de style et n'est plus capable de retrouver l'équilibre qu'elle avait autrefois. Donc, on voit ici le même type de matrice d'intensité que je viens de vous présenter, mais là, c'est représenté par segment. Donc, chaque segment représente 1 km de rivière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les comparer avec les débits standardisés. Donc, chaque ligne là, vers le haut, ça représente une crue morphogène de diverses intensités. Donc, selon les périodes de temps, on est capable de les associer à, par exemple, ici, avant les inondations de 96, là, on est capable d'associer avec différents types de crues morphogènes. 96, sans surprise, où il y a énormément de taux d'érosion. Et ce qui est intéressant, où je vais apporter votre attention, c'est la période 2005-2016 ici, où on voit qu'il y a 3 pics de crues qui sont assez élevés, surtout si on compare à l'ensemble des crues qui sont survenues avant le déluge. Et pourtant, il y a plusieurs tronçons qui ne bougent plus alors qu'ils bougeaient avant. Donc, ça vient confirmer que les ouvrages de stabilisation sont assez efficaces côté érosion. Et c'est ça, finalement. J'ai aussi réalisé 64 profils transversaux sur l'ensemble des 12 km. En fait, c'est la bathymétrie qu'on fait et la topographie aussi. J'ai 3 années de suivi pour les profils additionnés aux données d'ITER et des données prises en 1997 suite aux aménagements. Ce qu'on fait avec ces données-là, en fait, on est capable de cibler les secteurs, par exemple, qui sont en incision. Comme on voit dans la photo en haut à droite, c'est un secteur qui connaît le plus fort taux d'incision dans le chenal. Donc, on peut comparer ici 97 avec le LIDAR de 2016 qui présente une incision de plus de 2 mètres de profondeur. Tandis que des secteurs qui sont plus libres, comme le secteur en bas à droite, on peut voir que les processus de migration latérale du chenal se sont faits naturellement avec peu d'incision. Il y a même une création d'un chenal secondaire. Donc, on peut voir comment la rivière peut évoluer lorsqu'elle est libre de ses enrochements. Donc, avec ces données-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé 3 espaces de mobilité différents. Donc, ces espaces-là, en fait, c'est un espèce de corridor qu'on veut laisser à la rivière pour qu'elle puisse recréer ses processus hydrogéomorphologiques. Donc, c'est des espaces où, idéalement, ce serait libre d'enrochement et d'infrastructures pérennes.
Ça n'empêche pas, par contre, l'établissement de toutes sortes d'activités autour là, pour que les gens puissent profiter de la rivière, comme la pêche et tout ça. Donc, la première approche, c'est basé sur une approche géomorphologique de l'évolution historique, donc à partir de 1950, incluant le lit de 96. C'est l'espace le plus large, sans doute le moins réaliste parce que ça inclut des ponts, des routes, des maisons, etc. Ensuite, l'espace numéro 2 qui est basé sur l'extrapolation des taux d'érosion à 50 ans qui sont basés sur les taux d'érosion historiques moyens. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé les taux d'érosion avant 1996. Pourquoi? Parce que après 96, il y a les ouvrages de stabilisation qui sont là puis qui viendraient fausser les données, considérant que les taux d'érosion diminuent drastiquement et que nous, ce qu'on veut, c'est les enlever, les enrochements. Donc, je n'ai pas pris en compte les données après 96. Donc, après ça, on est capable de calculer pour les 50 prochaines années, de prédire en fait par segment les taux d'érosion qui pourraient arriver dans la rivière. Maintenant, l'espace numéro 3, c'est basé sur une approche socio-économique additionnée des deux approches que je viens de vous présenter. C'est en fait l'espace où j'ai enlevé tout le secteur urbain, les secteurs où il y a des terrains privés, des routes et des ponts, pour, en fait, ce qu'on sait que ce n'est pas réaliste de démanteler des enrochements. Donc, mais j'ai élargi en fait, l'espace maximum, c'est l'espace de mobilité numéro 1, où j'ai élargi où c'était possible. Donc, chacun de ces espaces-là sont différentes approches que je propose qui présentent des avantages et des inconvénients. Là, c'est un tableau qui peut avoir l'air assez lourd, là, je ne vous lirai pas tout ça, mais ce que je veux qu'on retienne là-dessus, c'est que oui, chacun présente des avantages et plusieurs des inconvénients, notamment beaucoup d'incertitudes face aux projections des taux d'érosion, par exemple, parce qu'il peut y avoir de l'erreur due à l'interprétation des photographies aériennes anciennes, par exemple, où on fait face aussi à une rivière qui est assez dynamique, qui a lors de crues majeures, elle peut se modifier de manière assez importante. Donc, c'est dur vraiment de prédire comment elle va se comporter dans le futur. Donc, ça sera aux décideurs de faire un choix parmi les espaces qui sont suggérés ici. Enfin, quand le choix est déterminé puis qu'il y a un espace qui est mis en place, on est capable de cibler les zones où il va être possible de démanteler des enrochements pour rétablir les processus naturels. Donc, on peut voir dans la photo en bas à gauche, les lignes oranges, c'est des endroits où il y a des enrochements actuellement qui seraient possibles de démanteler de manière sécuritaire parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pérenne autour. Là, les chemins qu'on peut voir, c'est des chemins de 4 roues, par exemple. Fait que ça serait possible, mais ce n'est pas le cas pour toute la rivière. Donc, certains endroits présentent un peu plus de questionnements, comme la photo en bas à droite, où il y a des maisons, des terrains privés qui ne sont pas si loin derrière, même si la zone de prédiction d'érosion à 50 ans ne les inclut pas. On peut comprendre que les riverains pourraient émettre certaines craintes par rapport au démantèlement des enrochements. Donc, à ce moment-là, on peut proposer de simplement les déplacer. Donc, à ce moment-là, la rivière peut continuer à s'alimenter en sédiments et les riverains se sentent toujours plus protégés, si on veut. Certains enrochements ne pourront pas être démantelés, bien sûr, parce qu'ils protègent, par exemple, ici dans la photo en bas à gauche, la prise d'eau ou la voie ferrée. Donc, on peut proposer à ce moment-là l'injection sédimentaire. Quand on parle d'injection sédimentaire, on parle on va positionner des espèces de bancs d'accumulation où la rivière va pouvoir venir s'alimenter durant des crues morphogènes. Ça, c'est fait, on se base bien sûr sur une étude de la granulométrie, puis une étude de suivi avec des transpondeurs actifs et passifs. Donc, ça ne serait pas fait sans analyse avant. Un autre truc qu'on pourrait faire, c'est la reconnexion d'anciens chenaux. Donc, on voit dans la photo, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a une petite
trait bleu qui est un ancien chenal de la rivière. Donc ça pourrait aider à varier les conditions hydrauliques. Ça créerait un style divagant, disons, simili, contrôlé, qui pourrait aider à recréer des habitats pour les différentes espèces. Janie, 5 minutes. 5 minutes? OK, merci. Oups. Pardon. OK. Et finalement, il y a le barrage Roméo-Tremblay qui est situé au 3e kilomètre dans la rivière Amars, qui retient énormément de sédiments. Donc, il y a un secteur de forte accumulation juste en amont. Et en aval, on voit le secteur qui a le plus haut taux d'incision et c'est même en train de créer une barrière infranchissable pour le saumon. Donc, on pourrait suggérer simplement de prendre les sédiments puis de les faire le transit, donc les envoyer de l'autre côté, sauf que ça présente beaucoup de défis, notamment sur les règlements du ministère de l'Environnement. On pourrait aussi démanteler le barrage, par exemple, mais ça soulève d'autres défis, par exemple l'acceptabilité sociale, où c'est un barrage qui est reconnu patrimonial, même s'il ne sert plus à rien. En fait, c'est un barrage qui est patrimonial. Donc, ça pourrait soulever des enjeux d'acceptabilité sociale, qui sont tous des défis à relever. Et donc, parlant d'acceptabilité sociale, ça touche plusieurs acteurs. Donc, il faut prendre en compte les résidents, les riverains, les différents utilisateurs de la rivière, les pêcheurs aussi. Ça fait face à beaucoup de lois et réglementations, beaucoup d'instances aussi qui chapeautent toutes sortes de sphères de la rivière, donc 4 ministères différents, la Ville de Saguenay, Contact Nature qui organise toutes les activités autour de la rivière Amars, Rio Tinto Alcan qui est là aussi. Et ce sont tous des défis qui sont relevés par mon collègue Simon Tremblay qui organise un laboratoire vivant autour de la rivière Amars qui va en fait caractériser l'acceptabilité sociale, qui va travailler avec tous les citoyens qui sont intéressés, puis qui va essayer de co-créer un projet de restauration. Donc, il va vraiment être à l'écoute de tous les gens qui se sentent concernés. Puis, on va essayer vraiment d'avoir un maximum d'acceptabilité sociale et que tous les gens puissent participer à ce projet-là de restauration de la rivière. Donc, pour conclure, c'est une étude, en fait, qui met en évidence le comportement de la rivière qui a énormément changé avant et après les inondations de 96. Donc, en fait, c'est que la trajectoire hydrogéomorphologique, ça montre que la rivière Amars se comporte assez différemment. On parle notamment de changements dans le style fluvial. Donc, c'est passé d'une rivière divagante à une rivière à méandres ancrée. Donc, ces changements-là sont vraiment à la base de la détérioration des habitats aquatiques. Ensuite, la restauration, ça implique l'anticipation d'un espace nécessaire pour que les processus puissent se réaliser. Donc, moi, je viens proposer 3 espaces de mobilité qui sont faits pour orienter la prise de décision, en fait, par rapport au retrait de certains enrochements, puis la restauration des processus. Et c'est une approche qui implique l'acceptabilité sociale basée sur un dialogue et une co-construction du projet de restauration avec les riverains, les utilisateurs comme les pêcheurs, puis les autorités publiques, parce qu'en fait, le retrait d'enrochement, c'est un changement majeur d'approche dans la gestion des cours d'eau. Cette approche-là, elle a été présentée par mon collègue Simon, que je vous ai parlé, qui a présenté ce matin dans le colloque sur les laboratoires vivants et autres labs des outils pour la transition. Donc, c'est une belle continuité pour le projet sur lequel j'ai travaillé durant plus de 2 ans. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Janie. Donc, on a du temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peu? Donc, Alexandre Gagnon. Oui, merci, Janie, pour ta présentation. Je me posais la question s'il y avait des documents qui avaient été produits
en 96 au moment où ils ont mis les enrochements pour un peu justifier les choix, notamment sur les plans environnementaux. Ce serait intéressant de comparer un peu la pensée de l'époque versus la pensée d'aujourd'hui. Je pense que ça a l'air important de comprendre pourquoi les choix ont été faits d'une certaine manière. Est-ce que ça existe, ce genre de document-là, d'époque, on va dire? Oui, en fait, c'est vraiment intéressant comme question parce qu'à l'époque, ça a été surtout fait en manière réactionnelle parce que le déluge, là, ça a été tout un traumatisme pour les résidents riverains. Fait que ça a été beaucoup fait un peu à la presse ça a été réalisé en majorité dans l'hiver entre 96 et 97 parce qu'il y avait peur de la crue printanière de 97. Fait que ça a été fait de manière très massive pour vraiment essayer de protéger ce qui restait finalement, là, essayer de canaliser la rivière au maximum. Fait que c'est à l'époque, ils pensaient vraiment faire très bien. Là, je veux dire, les enrochements étaient une manière comme plutôt naturelle là, vu qu'ils ne canalisaient pas avec du béton, par exemple. Là, donc, ils ne pensaient pas que ça pouvait avoir un impact aussi important. Ça a quand même été fait majoritairement par des ingénieurs. Donc, est-ce que la qualité environnementale a été prise en compte vraiment? Je pense pas assez peut-être, mais il faut encore rappeler que ça a été fait assez rapidement pour des questions de sécurité, sécuriser la population. Voilà. Merci. Maxime? Oui, salut Janie, merci pour la présentation. J'ai une petite question peut-être un peu d'ordre méthodologique. Quand vous avez défini l'espace de mobilité 1, vous avez utilisé une enveloppe qui comprend l'ensemble des tracés historiques de la rivière, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez fait face à des circonstances où la position actuelle du cours d'eau est acculée sur cette limite-là, où il n'y a pas d'enrochement? Puis si oui, est-ce que vous avez projeté des taux de migration au-delà de la limite de la plaine alluviale, par exemple, ou de ce que vous avez utilisé comme limite pour définir cet espace-là? En fait, comme ça incluait le lit de 96 qui était considérablement plus large, non, il n'y a pas de zone où c'est acculé à la berge et à la délimitation. Fait que c'est vraiment le lit de 96 qui est énormément large, qui donne beaucoup d'espace à la rivière. Donc, la prévision des zones érodables à 50 ans est toute comprise dans ce corridor-là. Super, merci. Mais en tout cas, je vais poser ma question avant, Philippe. Janie, je voulais savoir, tu as montré que finalement, c'est ça, les enrochements avaient un impact géomorphologique sur la rivière. Et je me demandais, justement, dans les projets de démantèlement des enrochements, est-ce qu'on fait seulement démanteler l'enrochement ou si on couple à ça d'autres approches de restauration pour essayer de revenir à un état pré-enrochement ou pré-déluge? En fait, mon étude se concentre surtout sur le démantèlement d'enrochement. On n'est pas vraiment dans... il y a peut-être la reconnexion d'anciens chenaux là, qui est suggérée, qui pourrait être envisagée et pertinent. Mais la création de formes ou de nouvelles choses, ce n'est pas une approche qu'on préconise. En fait, quand on démantèle les enrochements, on suppose que la rivière va refaire ses processus, rétablir ses processus par elle-même. Après, il faut garder en tête que c'est une restauration qui va vraiment se réaliser sur le long terme. Ça peut prendre quelques dizaines d'années peut-être avant que la rivière puisse retrouver son style ou un équilibre, si on veut. Ça fait quand même 25 ans qu'elle est enrochée. On peut l'aider un peu, par exemple, c'est ça, par exemple, en reconnectant certains chenaux. C'est ça, mais on n'a pas envisagé plus de techniques que ça.
OK, merci. Donc, on va pour une dernière question, Philippe. Félicitations, vraiment très beau projet, inspirant, excellente présentation. Alors, une petite question naïve, moi je suis pêcheur, mais est-ce qu'il y a eu, une analyse aussi depuis 25 ans, 26 ans de l'effet sur la biodiversité aussi? Est-ce qu'il y a une modification non seulement de l'écosystème, puis on a parlé, un point de vue géomorphologique, mais aussi de la faune? Oui, oui, il y a une analyse. C'est une rivière qui est pêchée depuis longtemps. Donc, il y a des données qui existent depuis même les années 1800, je ne sais pas combien. Là. Donc, en fait, il y a toute une autre sphère aussi qui est présente dans l'historique de la rivière Amar, c'est qu'elle a été harnachée à différents endroits. Donc, ça a eu aussi un impact sur les populations de saumon puis de truites de mer. Donc, il faut prendre en compte ça. Il y a la construction de la passe migratoire qui a été réalisée, je pense, en 85, autour de ces années-là, qui a fait remonter le stock de saumon qui vivait dans la rivière. Mais ça ne remonte pas assez. Puis, on voit qu'en fait, l'organisme de Contact Nature a fait beaucoup d'efforts de réensemencement, par exemple, tout ça, de construction aussi de frayères qui n'ont pas nécessairement porté fruit. Mais il y a beaucoup de statistiques de pêche qui sont là, qui viennent appuyer que les populations sont en diminution puis qu'elles n'arrivent pas à retrouver un taux qui était là autrefois, surtout avant le déluge. Alors, merci beaucoup, Jeannie, pour la présentation. Ça conclut en fait notre matinée. Alors, merci aux conférenciers et conférencières de